une conviction, un amour du métier. Je m'appelle Nathalie, je suis infirmière depuis 17 ans. Je travaille dans un hôpital de proximité, plus petit qu'un CHU, mais tout aussi important. Nous avons, comme chaque établissement, mis en place, dès le début de la crise, le système de prise en charge des patients Covid+. La particularité de notre établissement, on ne fait pas de réa. On récupère donc les patients qui sont récusés par faute de place dans les réas du CHU. On commence à trier. Nos valeurs de soignants sont malmenées. Nous sommes débordés par nos sentiments d'insécurité, d'impuissance, de tristesse. Les activités en dehors du Covid sont limitées. On passe la première vague sans trop d'encombre, puis arrive la seconde. On la prend en pleine face. Un tsunami d'une rare violence. Épuisés par la première, la seconde nous détruit. Nous tombons les uns après les autres et nous devons remplacer nos collègues qui s'arrêtent. Nos congés sont refusés. On revient sur nos repos. Boulot, dodo n'a jamais eu plus de sens. Nos émotions sont à fleur de peau. Nos valeurs, on ne sait plus ce que c'est. Les gens meurent seuls, de plus en plus. Leur douleur est insupportable. Nous souffrons dans nos chairs avec eux. Chaos, flou et rythme infernal. Ce qui a été le plus dur à vivre pour les soignants, c'est sans doute l'incertitude et le sentiment d'impuissance. Ne pas savoir comment soigner, ne pas pouvoir prévoir l'évolution des patients ou leurs pronostics, ne pas savoir jusqu'où et jusqu'à quand la situation pourrait s'aggraver et pour certains, voir leur avenir mis au conditionnel. Aujourd'hui, après des mois de désespoir dans les hôpitaux, après les annonces de Macron auxquelles nous avons voulu croire, il reste les soignants épuisés, déçus, las. Des soignants qui quittent le navire qui sombre depuis trop longtemps. L'année 2020, promise à un arrêt de fermeture de lits et à une augmentation des postes avec leur revalorisation, s'est vu amputer encore de moyens financiers pour l'hôpital, de lits pour les patients. Et le personnel toujours plus à bout, attiré comme la chèvre de M. Ségur par la pâture des hautes montagnes, s'enfuit pour ne plus subir la violence de leur métier. Après les héros d'hier, nous sommes aujourd'hui les oubliés, au mieux, les criminels au pire. Vacciner les soignants et stigmatiser ceux qui ne le seraient pas, c'est dénigrer au plus haut point l'investissement des hospitaliers. Après nous avoir applaudi à vos balcons, il est temps de nous soutenir plus intensément pour que nous puissions prendre en charge vos vies et celles de vos proches dans les conditions les meilleures. Delphine, aide-soignante, en cours séjour gériatrique au centre hospitalier de Riom. 1er octobre, la direction nous apprend que nous allons devenir un service Covid gériatrique. En une semaine, les 22 lits se remplissent. La prise en charge est difficile, très vite beaucoup de décès et très vite le personnel est atteint par la Covid. Les arrêts pleuvent et nous sommes sollicités sur tous nos repos. À mon tour, le 28 octobre, je suis atteinte de la Covid. 14 jours d'arrêt, 42 fièvres, courbatures, douleurs dans les jambes insupportables. Je reprends et sur le terrain, le personnel des autres services tombe malade. Je remplace de nouveau déjà exténués, mais il faut tenir. 40 décès au mois de novembre dans notre service de patients. Le moral est au plus bas. Pas de toilettes mortuaires, mise en housse, nous devenons des croque-morts. Nos valeurs, notre empathie, notre fatigue nous font douter de leurs proches. Masqués, vêtus de la tête aux pieds, comme il est dur d'accompagner ces personnes qui ont peur, qui étouffent, qui veulent serrer leurs proches dans leurs bras, qui meurent seuls. Et maintenant, j'écoute ce gouvernement de traiter les soignants de coupables, de ne pas se faire vacciner.
Nous, des héros, devenons criminels. Mais il faut tenir, tenir encore et encore. En fait, les soignants ne sont pas des super-héros du tout. Ce sont des bougies qui se consument et si rien n'est fait, elles s'éteindront. C'est ça, le burn-out. Je suis Christophe Prudhomme. Je suis Christophe Prudhomme, médecin urgentiste. Oui, nous manquons de lits de réanimation, mais uniquement car leur nombre n'a pas été augmenté depuis 1 an. Car si le nombre de malades hospitalisés est important et continue une lente progression, nous restons encore loin des chiffres atteints de manière très rapide au printemps dernier. Les raisons sont simples et doivent permettre de relativiser la gravité de la situation. D'une part, la vaccination montre son efficacité chez les personnes les plus exposées, c'est-à-dire les plus de 75 ans, qui sont de moins en moins nombreux à faire des formes graves nécessitant une hospitalisation. De ce fait, les malades admis en réanimation sont plus jeunes, mais la mortalité est bien moindre que lors des 2 vagues précédentes. Cela est aussi lié au fait que, même si nous ne disposons pas de traitement miracle, les techniques de prise en charge ont évolué et améliorent le pronostic des patients. Oxygène à haut débit, corticoïdes contre l'inflammation et anticoagulants contre les thromboses. Le corollaire est que la durée moyenne d'hospitalisation en réanimation s'est allongée, ce qui renforce l'engorgement de ces services. Mais plus de malades en sortent vivants. Il faut donc en finir avec le catastrophisme entretenu par certains qui aggrave l'état de santé psychologique des plus fragiles, alors qu'il faut au contraire redonner de l'espoir en ouvrant le débat sur les véritables problèmes et les solutions possibles pour les surmonter. Il s'agit premièrement d'exiger que le nombre de lits de réanimation soit augmenté de manière définitive pour atteindre au moins 8000 lits, ce qui nous permettra d'envisager l'avenir à l'hôpital plus sereinement. Il est jouissif de constater que, dans un récent rapport, la Cour des comptes confirme le manque de lits de réanimation dénoncé depuis des années, notamment par la CGT. Deuxièmement, au-delà des effets d'annonce concernant la production de vaccins en France, nous ne pouvons plus nous satisfaire d'une simple sous-traitance de l'enflaconnage. Il est urgent d'obtenir immédiatement la levée des brevets et, dans un deuxième temps, la création d'un pôle public des industries de santé permettant d'avoir la maîtrise de la production des biens essentiels au quotidien et encore plus en période de crise. Bonjour, je vous fais parvenir ce témoignage qui est le mien. J'espère qu'il sera lu afin de pouvoir semer des graines autour de moi et faire prendre conscience à tous ceux qui n'en ont pas conscience de la réalité du terrain. J'exerce mon métier d'infirmière dans un CHU depuis maintenant 8 ans, presque 9. Ce métier, je l'ai choisi. Très certainement naïve, je pensais pouvoir aider, accompagner, soigner, prendre en soin des personnes que j'allais rencontrer tout au long de ma carrière. Mais aujourd'hui, mon corps m'a dit stop et je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je suis devenue patiente. Je me suis toujours promise de m'occuper des patients comme si c'était moi et je l'ai fait chaque jour. La nuit, le jour, chaque heure et chaque seconde, j'ai pris soin d'eux, même si j'étais fatigué, même si je n'en pouvais plus. Parce que ce métier, je l'ai choisi
et je sauve des vies avec tous les professionnels qui m'entourent. Dans ce texte, j'aimerais passer ce message, celui de dire que nous n'avons aucun soutien de notre hiérarchie, aucune reconnaissance, aucune valorisation. Je ne parle pas d'argent, je parle juste des mots. Un merci, un bonjour, comment vous vous sentez? Mais non, on préfère calculer, compter, parler de taux, de matricule. Il est où l'être humain là-dedans? Celui qui franchit les portes de l'hôpital parce qu'il nous confie sa vie, son corps, son avenir. Celui qui se lève chaque matin pour venir exercer son métier qu'il aime tant. Pourquoi ne sommes-nous pas managés par des personnes formées à la communication qui savent encourager leur équipe, les considérer et reconnaître leur travail? Pourquoi sommes-nous parfois victimes de violences verbales, jugées sur ce que nous sommes? Pourquoi avons-nous tous peur de dire ce qui se passe dans l'envers du décor? Pourquoi acceptons-nous de mettre en jeu notre diplôme, car nous ne sommes pas formés à s'occuper des patients souffrant de certaines pathologies? Pourquoi acceptons-nous la polyvalence au détriment de nos compétences? Pourquoi avons-nous la boule au ventre à la fin des vacances? Bref, je suis épuisé et je ne suis pas la seule. Mais dénoncer ces pratiques, beaucoup n'osent pas le faire par peur. Oui, mais moi aujourd'hui, je dis stop. Mon corps est à bout, mon âme aussi. Pourtant, qu'est-ce que j'aime mon métier et qu'est-ce que je fais chaque jour? C'est ce que je fais chaque jour. J'ai 30 ans, on croirait que j'en ai eu le double. Aujourd'hui, je sais ce que je veux au travail. De la reconnaissance, de la bienveillance, de l'entraide, de l'empathie, du positif, de l'amour, du bonheur, et pas seulement de la part de mes collègues, mais bien de la part de la hiérarchie. Je remercie tous ceux qui auront entendu ou lu mon témoignage et espère de tout cœur que notre avenir en tant que soignants et soignés sera meilleur. Cette année, je fête mes 7 ans de diplôme. Je suis infirmière. J'aime mon métier. J'aime rencontrer l'humain, la diversité des âges, des cultures, des choix de vie, des caractères, et l'universalité de nos soins, de nos liens, de nos souffrances, nos non-dits, nos interdépendances. Être infirmière, c'est rencontrer un regard lorsqu'on rentre dans une chambre. Aujourd'hui, j'ai mal au ventre. J'avais pas envie de venir. En arrivant, ma collègue du matin est encore en train de courir entre les dossiers d'entrée et la paillasse, comme on dit. Elle me dit que ça a été toute la matinée, sans pause, quoi, forcément. Avec 3 entrées, dont une arrivée à midi. Je m'inquiète de savoir si elle a besoin d'aide. Elle me répond qu'elle a presque fini. Et bah, pour le reste, tant pis. Être infirmière, c'est mettre au service de l'autre des soins techniques et relationnels. C'est fondamentalement naturel, évident, simple. Approcher l'autre, c'est se rapprocher de soi-même. Il y a un sentiment d'utilité tellement fulgurant à ce métier qu'il donne même un sens à sa vie, lorsque parfois elle est un champ de ruines. Après avoir pris les transmissions, je vais dire bonjour aux 30 patients du service. À la 3e chambre, ça se complique. Coup de téléphone pour la dame du 6, retour à l'infirmerie pour donner des informations par téléphone. Entre-temps, je vois mes collègues du service d'à côté qui courent, je rapproche. Tant pis, on rappellera plus tard. Je vais aider les collègues. 7 ans à célébrer cela. Et 7 ans à voir les contours de cette île sacrée se désagréger. Il faudrait isoler la patiente, mais on n'a plus de chambre simple. Les chambres doubles, c'est plus rentable. On pousse les murs, comme ils disent. Pendant ce temps-là, la patiente du 6 est tombée dans sa chambre. J'aimerais prendre sa tension, mais le tensiomètre ne marche pas. Tant pis. Je repasserai avec un autre appareil. Ça a commencé en maison de retraite. 3 couches par résident par jour. Rationnement. Maison de retraite cotée en bourse. Bénéfices faramineux. Monsieur P, lui, restera dans son caca. Une infirmière pour 90 résidents. Allez donner les traitements à 90 résidents. Allez faire les
soins le temps d'une matinée, sans compter les toilettes, à 2 soignants pour 30 résidents. Claquage de porte et bienvenue à l'hôpital public. Mon collègue se fait mal au dos. Au dos, en relevant la dame, qui fait 2 fois son poids, mais tant pis. Il faut bien relever la dame et on n'est que 2. Les perfusions de 15 heures seront posées à 16 heures, tant pis. L'heure du goûter est passée, j'ai envie de fumer, de faire pipi et de boire, mais tant pis, ça attendra. Et si c'est vrai, on compte pas le prix ou la qualité, la quantité du matos pour soigner. Mais les rationnements sont là. Le même verre est présent dans le fruit. Qu'on s'entende bien. Avant de faire ce métier, j'ai travaillé 1 an dans une usine à la chaîne, 3 ans en restauration rapide. Je sais ce que ça veut dire travailler vite. En gros, c'est ce qui est demandé à l'hôpital. La pharmacie vient de livrer la commande. Et le médecin de garde fait sa visite. Entre-temps, la 5 et la 8 sonnent. Tant pis, je dois absolument voir le médecin. Il a 2 services en plus de ses patients habituels, alors forcément ça prend du temps. Il voudrait voir la dame du 8, qui est constipée depuis 8 jours. Mais elle n'est pas dans sa chambre, alors tant pis. Il essaiera de repasser. Puisque la rentabilité est le maître mot, mais que l'hôpital public n'a pas encore totalement perdu sa substance, on a toujours un formidable arsenal thérapeutique, une expertise et une qualité professionnelle. On peut être fier de notre système de santé, un des meilleurs du monde. Sa destruction n'en est que plus tragique. Le monsieur du 5 sonne encore. Il est désolé, il s'est fait dessus car il n'a pas pu aller aux toilettes seul. Il avait sonné et je ne suis pas arrivée assez vite. Tant pis, surtout pour lui. Il a honte et il fond en larmes. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Sous-effectif, c'est un terme banal qui recoupe une réalité triviale. Il manque du personnel. On économise là. Je passe donc ma vie à courir en tous sens, tout comme mes collègues. Dès la prise de poste, vite, vite. Le temps, on économise chaque geste. Vite, vite. La dame parle encore dans sa chambre, mais je n'ai pas le temps. Je dois faire la piqûre. Ça attendra 1 heure. J'ai d'autres choses plus urgentes avant. Une nouvelle entrée arrive. On pleure pas, on serre les dents. Le monsieur crie, il faudrait aller voir. Dans sa chambre, le lit médicalisé ne marche plus alors qu'elle en aurait vraiment eu besoin. Tant pis, on va devoir l'aider pour ce soir. Et cette nuit, à chaque fois qu'elle voudra bouger, on fera des changements de lit demain. Ça fera du boulot en plus, mais tant pis. Je me dégoûte. 5, 10 personnes. Le téléphone, une entrée, une sonnette, 5 sonnettes. Les traitements, les bilans, la sacro-sainte traçabilité. Ça aussi, c'est les murs. Les gens le sentent, je peux le lire dans leurs yeux, ma pauvre petite. La rage parfois. On va me laisser crever comme un chien. Le regard incrédule souvent des patients ou des familles. 12 ans que je suis infirmière, 10 ans qu'on apprend à faire avec rien. Je sais que bientôt je vais arrêter à force de faire avec rien. Je me sens responsable. Peut-être que si on arrêtait tous de faire avec rien, mais dans les lits, il y a des gens. Alors, c'est ça la réalité? Oui. Oui. Et c'est de pire en pire. Ce métier que j'aime tant, l'exercer dans de telles conditions me consume intérieurement. On dit que la durée moyenne d'une infirmière à l'hôpital est de 8 ans. J'approche du terme. Comme la majorité de mes collègues, je pense intérim, reconversion professionnelle. La stratégie à l'œuvre est claire. Pour accepter la destruction d'un service public, on lui coupe les vivres. Il devient donc moins efficace et les usagers habitués à ces manquements ne s'offusqueront pas de sa privatisation. Il suffit de voir que les directeurs des hôpitaux ne sont jugés que d'après leur bilan financier, que la gangrène administrative prend le pas sur l'humain. Alors ça, c'est sûr que les dirigeants s'en foutent, mais nous, non. On se dirige tout doucement vers un système de soins à l'américaine. Vous vous endetterez pour vous offrir les soins de base. Sinon, vous vous en passerez. On dit qu'il y aurait des morts si on arrêtait tout. Mais la vérité, c'est qu'il y en a déjà des morts, des patients oubliés sur des brancards et des collègues qui sautent du haut d'un toit. Mais tant pis. L'hôpital public meurt. Il ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir.